Bonjour à tous, je vais parler aujourd'hui de la resynchronisation cardiaque, ses principes et ses spécificités, et l'ensemble des données qui vous permettront de mieux suivre les patients en télésuivi chez des patients porteurs d'une prothèse avec resynchronisation cardiaque. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre l'historique un petit peu de la resynchronisation cardiaque. L'idée est née de certaines observations que les patients qui avaient une insuffisance cardiaque systolique, donc des fractions d'éjection diminuées, avaient un pronostic différent suivant la largeur de leur QRS à l'électrocardiogramme. Comme vous le voyez ici, les patients avec des QRS fins ont un meilleur pronostic que les patients avec un QRS très très large. Donc ils mourraient plus, ceux qui avaient un QRS très large décédaient plus. Alors, une des causes principales d'élargissement des QRS dans les insuffisances cardiaques, c'est la présence d'un bloc de branche, et le plus fréquent, c'est le bloc de branche gauche. Et donc, la présence d'un bloc de branche gauche va être liée à un déphasage de contraction, puisque la branche gauche est bloquée. Le ventricule droit va d'abord se contracter, puis le ventricule gauche. Alors, il y a eu des études endocavitaires, on mesurait l'activité électrique spontanée des patients dans le ventricule gauche et le ventricule droit, alors qu'ils avaient, comme vous le voyez ici, un bloc de branche gauche. Et vous voyez ici que la première dépolarisation, c'est le ventricule droit, et qu'il y avait un grand délai entre la dépolarisation du ventricule droit et la dépolarisation du ventricule gauche. À partir de ces constatations, l'idée a donc germé de proposer de stimuler par un pacemaker en même temps la paroi du ventricule droit et les parois du ventricule gauche. C'est ainsi qu'est né le concept de resynchronisation cardiaque. Alors, par la suite, ce qui a été étudié, c'est comment est-ce qu'on pouvait évaluer de manière plus précise que l'électrocardiogramme le déphasage de contraction entre le ventricule droit et le ventricule gauche, notamment pour des patients avec bloc de branche gauche. Alors, comme vous le voyez ici, il y a des indices qui avaient été calculés, par exemple le délai prééjectionnel. Vous voyez ici, ça représente la contraction du ventricule gauche. Là, c'est la contraction du ventricule droit. Et on mesure les temps de contraction. Donc là, entre le début du QRS et le temps de contraction du ventricule gauche, début du QRS, début de contraction du ventricule droit. Et vous voyez que chez ce patient qui a un bloc de branche gauche, le délai est beaucoup plus long par rapport au ventricule gauche, par rapport aussi au ventricule droit qui est du coup beaucoup plus court. Et donc quand ces délais sont importants, eh bien on s'est dit que peut-être que ça pouvait prédire la réponse à la resynchronisation et que c'est ces gens-là qui pouvaient être bénéficiaires de cette stimulation. Par la suite, il y a eu d'autres études qui ont essayé d'affiner un petit peu les choses, pour cette fois-ci d'évaluer la contraction à l'intérieur du ventricule gauche. Et vous voyez ici, par exemple, on a des pics de contraction entre des différentes parois du ventricule gauche et que ces pics sont décalés entre le jaune et le vert. Et les gens ont étudié si ces pics de déphasage étaient reliés aussi à une meilleure réponse à la resynchronisation cardiaque. Alors la réponse finale est que ces critères échographiques ont disparu parce qu'ils n'étaient pas assez reproductibles et que c'était très difficile de prédire la réponse à la resynchronisation. Et à l'heure actuelle, on n'utilise plus que la largeur du QRS à l'électrocardiogramme pour prédire la réponse à la resynchronisation. Vous avez ici un exemple d'électrocardiogramme. Vous avez ici à gauche l'exemple d'un électrocardiogramme avec un patient qui va avoir un bloc de branche gauche complet. Et le même patient après resynchronisation, vous voyez ici que les QRS sont beaucoup plus fins après le spike. Les QRS ont diminué en largeur et ce patient va probablement bénéficier de la resynchronisation cardiaque. Alors, quels sont les effets de la resynchronisation cardiaque d'une manière globale sur la maladie insuffisance cardiaque? Eh bien, la plupart des études ont montré un effet bénéfique de la resynchronisation cardiaque, tant en termes de morbidité. La morbidité, ça veut dire les symptômes du patient, les maladies associées à cette pathologie, et aussi les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, mais aussi un effet bénéfique sur la mortalité globale, comme vous le voyez ici avec l'étude KRHF, qui a montré que les patients avec resynchronisation cardiaque, quand ils étaient bien sélectionnés, on va revenir après sur les critères et les indications d'implantation, ça pouvait diminuer la mortalité totale. Alors, il y a eu beaucoup d'études sur la resynchronisation cardiaque et ces études ont individualisé un profil de patient qui répondait particulièrement bien à la resynchronisation cardiaque. Alors ce profil, c'est le fait d'être une femme, d'avoir une cardiomyopathie dilatée
à coronaire saine, donc pas de cardiopathie ischémique, la présence d'un vrai bloc de branche gauche à l'ECG et la largeur du QRS qui est le plus large possible, c'est-à-dire au-delà de 150 millisecondes. Donc quand on a ce profil de patient-là, on s'attend à ce que la resynchronisation cardiaque marche très bien chez ces patients et on en a même qui normalisent leur fraction d'éjection et c'est ce qu'on appelle des super répondeurs. C'est des gens qui vont revenir avec une fonction cardiaque normale et ça veut dire que c'était juste le bloc de branche gauche qui était responsable de l'insuffisance cardiaque chez les patients. Alors après, il y a d'autres questions qui se sont posées, notamment, et je vais revenir après sur la technique d'implantation, mais quand on a implanté une sonde, sonde ventriculaire gauche, on voudrait savoir est-ce que c'est un lien avec la réponse à la resynchronisation. On voulait savoir si ça avait un lien avec la réponse à la resynchronisation cardiaque. Alors ce qui a été retrouvé, c'est que la présence d'une sonde ventriculaire gauche, comme vous pouvez le voir à la radio ici, qui est proche de l'apex du ventricule gauche, est associée à une moins bonne réponse que des sondes qui vont être mises un peu plus hautes sur le ventricule gauche, notamment basale, c'est-à-dire vraiment en haut du ventricule gauche. Alors pourquoi ? Probablement parce que la zone de stimulation entre le VD et le VG va être plus petite. Ça veut dire que la quantité de myocarde qui va être resynchronisée va être moins importante et probablement ça explique la moins bonne réponse à la resynchronisation quand les sondes VG sont apicales. Alors, je viens de l'évoquer, il y a aussi cette idée que plus les sondes sont éloignées entre le VD et le VG, meilleure sera la resynchronisation cardiaque. Et comme vous le voyez ici, une sonde qui est plus basale, elle va être loin de la sonde ventriculaire droite, on peut calculer la distance entre les deux, et bien à ce moment-là, la réponse à la CRT est meilleure quand les sondes sont plus distantes que quand elles sont proches. Donc ça veut dire que plus la masse de myocarde qui va être resynchronisée sera importante, meilleure sera la réponse à la resynchronisation cardiaque. Alors pour essayer d'optimiser cette stimulation, il y a des algorithmes qui ont été implantés à l'intérieur des prothèses de pacemaker ou de défibrillateurs, et ça a l'avantage d'éviter de faire des réglages très complexes à l'échographie, avec plusieurs personnes pour optimiser les différents délais. Donc qu'est-ce qu'on va optimiser ? On va optimiser les délais entre l'oreillette et le ventricule, les temps, ce qu'on appelle le délai AV, ou alors le temps entre la contraction du ventricule droit et la contraction du ventricule gauche, ce qu'on appelle les délais VV. Alors je vous montre un premier algorithme qui s'appelle l'algorithme SONAR, qui est à disposition des prothèses de marque Micropore Sorine. Et en fait, le principe de ce sonar, c'est qu'une sonde implantée dans l'oreillette droite, c'est une sonde spéciale, va enregistrer une amplitude de contraction du ventricule, ce qu'on appelle un far field, et elle va avoir une idée de la contraction des ventricules, et notamment du ventricule gauche. Et ce bruit qui va être enregistré, ce signal est corrélé, comme vous le voyez ici, très fortement à la contraction directe du ventricule gauche. Si vous regardez ici, vous avez l'amplitude du signal qui est mesurée par cette sonde, vous voyez ici, qui est mise dans l'oreillette, c'est une sonde spécifique. Et cette sonde va enregistrer ce signal. Ce signal, l'amplitude de ce signal est corrélée à la force de contraction. Et l'idée de régler automatiquement le délai AV et le délai VV, ça va se faire par la prothèse pour avoir l'amplitude de ce signal la plus importante possible. Et ces délais vont être très régulièrement réévalués en fonction de l'hémodynamique du patient. Donc c'est un système autonome qui se fait seul sans l'intervention de réglage. Un deuxième type d'optimisation de la stimulation biventriculaire, c'est l'algorithme adaptif CRT. Donc ça, on le voit sur les prothèses Medtronic. Alors l'idée est un peu différente. L'idée, c'est de rajouter une stimulation soit biventriculaire, soit ventriculaire gauche pure chez des patients qui vont avoir des QRS spontanés. Et l'idée, c'est de commencer par le QRS spontané du patient et très rapidement d'envoyer un spike avec une dépolarisation soit en biventriculaire, soit en mono-VG seul, pour fusionner les QRS et ainsi affiner les QRS spontanés. Donc c'est l'idée de l'adaptif CRT. Pour cela, il faut que le patient ait une conduction intrinsèque. Si le patient est stimulodépendant, on ne pourra pas utiliser l'algorithme d'adaptif CRT. Et il faut aussi que sa fréquence cardiaque ne soit pas trop élevée, inférieure à 100 par minute. Donc s'il y a de l'arythmie, par exemple, on ne peut pas le faire. Donc c'est un algorithme qu'on active directement sur la prothèse et donc il n'y a pas de réglage particulier à faire. C'est la prothèse elle-même qui régulièrement va calculer l'espace PR du patient et va ajuster le délai AV de stimulation pour obtenir une fusion entre les QRS spontanés du patient et les QRS stimulés en biventriculaire ou en mono-VG.
Alors, un autre algorithme qui est possible, il est aussi possible sur les prothèses Abbott d'utiliser l'algorithme SYNC-AV. Alors, l'algorithme SYNC-AV permet d'optimiser le délai auriculo-ventriculaire. Alors, comment ça fonctionne? Il va y avoir un enregistrement spontané de l'espace PR du patient. Donc, vous voyez ici, l'appareil calcule le délai entre l'oreillette et le ventricule spontané du patient. Et puis, ce délai va être raccourci pour calculer un délai AV qui va correspondre à la meilleure optimisation hémodynamique de ce délai AV, qui est représenté en général par un raccourcissement de 20% de l'espace PR qui est calculé. Alors si par exemple on prend un espace PR comme ici à 184 millisecondes, on va le raccourcir de 20%, ce qui équivaut à 147 millisecondes, et en fait très régulièrement, tous les 256 cycles, l'appareil va recalculer l'espace PR spontané du patient et recalculer le meilleur délai AV pour permettre une optimisation auriculo-ventriculaire. Il est aussi possible d'optimiser les délais VV sur les prothèses Abbott en utilisant le QuickOpt. Alors le QuickOpt va consister à mesurer l'activité spontanée dans la sonde VD et dans la sonde VG. Puis on va mesurer dans quel pôle de la sonde VG, puisque maintenant on peut mettre des sondes quadripolaires, je vais vous montrer après, quels sont les pôles de la sonde VG qui sont les plus éloignés en termes de dépolarisation, en termes de délai de dépolarisation. Et donc plus ce délai va être important, plus en stimulant sur le pôle le plus lointain, on imagine que la resynchronisation sera meilleure. Donc ça va être l'appareil qui va vous dire quel est le meilleur pôle le plus distant par rapport au VD, et à ce moment-là, c'est le médecin rythmologue qui va activer le meilleur pôle donné par l'appareil. Voilà ici un exemple où il va recalculer quel est le meilleur pôle qui permet une meilleure resynchronisation cardiaque, et ça sera activé par le rythmologue. Il y a aussi les délais AV, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il faut corréler les délais AV et les délais VV. C'est l'algorithme SYNC-AV+, qui permet aussi de bien resynchroniser l'oreillette et le ventricule. Alors, concernant les prothèses Boston Scientific en resynchronisation, on peut aussi optimiser le délai AV, et ça se fait par des mesures de conduction entre le P et le QRS spontané et l'activité atriale stimulée et les QRS spontanés. Donc, il va y avoir une proposition automatique d'un délai AV qui est calculé par l'appareil, et à ce moment-là, c'est le médecin rythmologue qui peut manuellement rapporter ces délais. Et on propose aussi, pour mieux corréler l'optimisation auriculo-ventriculaire, un type de stimulation ventriculaire qui permet d'optimiser le délai AV. Alors concernant les indications à la resynchronisation, elles ont été actualisées très récemment, vous voyez, fin 2021 par les sociétés savantes, notamment européennes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va proposer une resynchronisation cardiaque à un patient qui a une fraction d'éjection de moins de 35%, des QRS larges et surtout un aspect bloc de branche gauche. Alors pour proposer cette resynchronisation, il faut que les patients à insuffisance cardiaque soient déjà traités de manière optimale au niveau médical, parce qu'il y a beaucoup de médicaments dans l'insuffisance cardiaque, et que ces traitements vont permettre, dans certains cas, d'augmenter la fraction d'éjection. Du coup, les patients ne sont plus des candidats à la CRT. Malgré tout, quand la fraction d'éjection reste basse malgré les médicaments, et qu'il y a un bloc de branche gauche notamment, on va pouvoir resynchroniser le patient. Alors les limites des largeurs de QRS à retenir, c'est que pour un bloc de branche gauche, c'est au-delà de 130 millisecondes. Si on n'a pas un aspect de bloc de branche gauche, on peut quand même proposer une resynchronisation cardiaque, mais il faut que le QRS soit au-dessus de 150 millisecondes. Donc c'est le cas par exemple d'un bloc droit ou un QRS large de manière aspécifique. Concernant les patients en fibrillation atriale, eh bien là on va retenir les mêmes indications, c'est-à-dire des fractions d'éjection basses, avec des QRS larges. Malgré tout, pour pouvoir stimuler les patients en FA, il va falloir ablater le nœud auriculo-ventriculaire, donc créer un BAV thérapeutique qui sera effectué après l'implantation de la prothèse de CRT. Il est aussi possible d'implanter des patients qui ont des QRS fins, c'est pas impossible, et à ce moment-là, grâce à la resynchronisation et l'ablation du nœud, on va pouvoir régulariser la fréquence cardiaque, et ça peut être considéré chez certains patients. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai parlé. Alors le problème, c'est le taux de réponse malgré ces guidelines, il y a 30 à 40% des patients qui ne s'améliorent pas
avec la resynchronisation cardiaque, et il y a eu beaucoup d'études pour essayer de comprendre pourquoi. Je vous ai parlé un peu tout à l'heure des critères échographiques, mais qui n'ont pas vraiment marché, donc maintenant ils sont plus dans les guidelines. Et en fait, ce qui apparaît, c'est qu'on voit maintenant plus une prise en charge globale du patient insuffisant cardiaque, et qu'on va, en traitant d'autres facteurs de ces patients, par exemple un syndrome d'apnée du sommeil, une anémie, proposer une réadaptation cardiaque, et on propose de plus en plus des prises en charge multidisciplinaires à ces patients pour essayer de les prendre en charge sur le plan global. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie globale du corps humain, et à ce moment-là, on peut arriver à augmenter les taux de réponse, mais la resynchronisation ne va traiter que la partie électrique pure de l'insuffisance cardiaque. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? Et bien, pendant le temps opératoire, on va chercher des veines. Vous voyez ici une veine céphalique qui est dans le sillon deltopectoral. Donc là, en général, on met les sondes de l'oreillette droite et du ventricule droit quand ça passe. Et pour la sonde ventriculaire gauche, en général, vous voyez ici une angiographie, on va ponctionner la veine sous-clavière ou éventuellement la veine axillaire ici pour mettre en place la sonde ventriculaire gauche. Alors où est-ce qu'on va mettre cette sonde? On va la mettre dans une branche du sinus coronaire. Donc le sinus coronaire, c'est la grosse veine cardiaque qui va entourer le cœur, donc c'est une veine épicardique. Et il y a différentes branches à ce sinus coronaire. Vous avez la veine antérieure, la veine postérieure, la veine postérolatérale, antérolatérale. Et donc encore une fois, l'idée est de mettre la sonde le plus latérale possible dans le ventricule gauche et le plus haut possible. Malgré tout, il y a des grosses variations anatomiques chez les patients, et donc parfois on n'arrive pas à cibler en fonction de la taille ou de l'absence d'existence des veines du sinus coronaire. Des fois on n'arrive pas à cibler la veine qu'on souhaite, et en général on met la sonde là où on peut la mettre, en tout cas là où c'est le plus possible sur le plan électrique. Alors le problème qu'on peut avoir avec ces sondes, c'est qu'elles peuvent se déplacer ou éventuellement entraîner une stimulation du nerf phrénique, gauche, et à ce moment-là, on s'en rend compte en péropératoire, et parfois il est indispensable de repositionner les sondes pour avoir une meilleure resynchronisation et un bon fonctionnement de la sonde. Donc pour implanter, on utilise des gaines qu'on va passer par la veine que je vous ai montré tout à l'heure, la veine sous-clavière, et on va essayer de cannuler le sinus coronaire pour mettre la sonde. Donc voilà un exemple, on cannule ici le sinus coronaire, on va injecter du produit de contraste pour voir les branches qui sont disponibles, et une fois qu'on a obtenu une branche qui nous paraît intéressante, on va aller avec la sonde et un petit guide pour essayer. Vous voyez ici l'angiographie avec cette zone-là, cette veine-là qui nous paraissait intéressante, et là la sonde a été déposée exactement dans cette veine-là. Et vous voyez qu'ici on est latéral moyen, voire assez haut, et la distance entre la sonde ventriculaire droite et la sonde ventriculaire gauche est tout à fait intéressante. Alors maintenant, on utilise, ça c'est ce que je vous ai montré avant, c'est les sondes bipolaires avec 2 pôles. Et maintenant, vous voyez qu'il y a 4 pôles sur les sondes, et donc on peut utiliser plein de vecteurs. Il y a de multiples configurations, de multiples combinaisons possibles de stimulation pour à la fois améliorer la resynchronisation et réduire le risque de complications, notamment la stimulation du nerf phrénique, et améliorer par exemple les seuils de stimulation qui sont souvent plus élevés dans le ventricule gauche que dans le ventricule. Alors il y a de nouvelles techniques de stimulation pour la resynchronisation, je ne fais que la citer, qui est par exemple la stimulation des voies de conduction proches du faisceau de His. Et quand on arrive à stimuler vraiment dans le His, et ben ça donne des QRS ultra fins, comme vous voyez ici. Ça reproduit la physiologie humaine, et on peut avoir des stimulations tout à fait spectaculaires. Malgré tout, il y a des complications liées à ces procédures, et on peut utiliser maintenant des stimulations de branche gauche. C'est-à-dire on va stimuler plus loin dans le septum, de la droite vers la gauche, pour essayer de capturer la branche gauche. Ça peut donner des QRS un peu plus fins, mais les indications actuelles de ce type de stimulation, qui sont pour l'instant pas complètement validées sur le plan scientifique et médical, c'est en deuxième intention, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à mettre la sonde dans le sinus coronaire, on peut avoir recours à ce type d'implantation. Alors une autre question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on mettrait plutôt un pacemaker ou un défibrillateur chez les gens qui ont besoin de resynchronisation cardiaque? Il n'y a pas de réponse à 100%, et je vous ai mis ici les facteurs qui font plutôt pencher vers un défibrillateur resynchronisation plutôt qu'un pacemaker. Donc plus le patient est jeune et en bon état physiologique, plus on aura tendance à lui mettre un défibrillateur, parce que c'est des gens qui, on espère, vont vivre longtemps, et du coup qui vont potentiellement faire des troubles du rythme ventriculaire. Évidemment, s'il y a une autre indication au défibrillateur, si le patient a fait des troubles du rythme ventriculaire, ou au pire une mort subite, plus la fraction d'éjection sera basse, plus on aura tendance à mettre un défibrillateur aussi.
La présence d'une cardiopathie ischémique associée, on sait que c'est un facteur de mauvaise réponse à la resynchronisation cardiaque et aussi un sur-risque de troubles du rythme ventriculaire, donc ça penche plutôt pour la mise d'un défibrillateur. Tous les facteurs associés à une non-réponse à la CRT, donc si on ne récupère pas une fraction d'éjection qui sera bonne, on sera toujours donné fraction d'éjection basse et donc à plus haut risque de troubles du rythme ventriculaire. Pour les implantations de défibrillateurs, c'est noté dans les guidelines, il faut une espérance de vie au-delà de 1 an pour implanter un défibrillateur. Je vous remercie de votre attention.